Irana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Tehoe, qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, à l'occasion de la commémoration des 20 ans du 11 septembre 2001, la newsletter fait le point sur les conséquences de cet événement marquant dans l'histoire du monde et s'interroge sur les impacts géopolitiques du 11 septembre. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Maïna Sage, députée de la Polynésie française à l'Assemblée nationale. À suivre donc une conversation avec Maïna. Maïna, Yarana, Yorana Philippe. merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Alors, il y a 20 ans de ça, quasiment jour pour jour, avait lieu donc cet événement majeur pour l'histoire du monde, l'attaque du World Trade Center et du Pentagone aux USA, le 11 septembre 2001. Est-ce que tu te rappelles de cette journée-là et est-ce que tu peux nous dire comment toi tu l'as vécu personnellement? Oui, je m'en rappelle très bien. Je pense comme la plupart d'entre nous, on a tous vécu un moment, je pense, assez effroyable, hein. Moi, je me rappelle très très bien de ce matin-là, puisque c'était tôt le matin en Polynésie. Et je l'ai appris vraiment à la télé. Le premier crash venait de se passer. Et voilà, je pense que j'oublierai jamais d'avoir vécu malheureusement en live le Hmm. deuxième qui venait un peu... Parce qu'il y a eu, je crois, peut-être un quart d'heure entre les deux, je ne me rappelle plus bien, mais il y avait beaucoup d'incertitudes. On ne savait pas ce qui s'était passé, est-ce que c'était un accident, etc. Donc on était tous un peu suspendus comme ça aux Hmm. informations. Le temps est en train de s'arrêter. C'est vrai que le deuxième est venu confirmer que c'était pas un accident, que c'était vraiment une attaque et que voilà, très vite, on comprend que c'est un acte terrorisme. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que le monde bascule, quoi. Hmm. On était en 2001. On avait très peur de l'an 2000. Je me rappelle à l'époque, on avait tous un peu cette crainte du Big Bang, Ouais, le bug. de l'informatique, du bug. Et en fait, voilà, tout s'était très bien passé. L'année suivante, on vit cela. C'est vrai que comme partout dans le monde, en tout cas dans les milieux démocratiques, ça a retenti comme un signal quelque part qu'on avait basculé dans une nouvelle ère, en tout cas un nouveau Hmm. millénaire qui s'assombrissait parce que c'était aussi voilà, de réaliser une certaine forme de mondialisation du terrorisme, du fait qu'il fallait une réponse coordonnée beaucoup plus forte. Et puis c'est aussi un retour de boomerang, hein, cette affaire quelque part, la façon dont on a pu aussi gérer ces problématiques quelques décennies auparavant. Et tout de suite, je pense qu'on entrevoit aussi, quelques années plus tard, que ça va être un très long combat. Très long Hmm. combat. Et je me rappelle très bien que sur le coup, moi, j'avais quoi, une vingtaine d'années. Je croyais qu'on allait boucler ça dans l'année, Ouais. qu'il allait être vraiment. Je me rappelle, c'était entre guillemets cette chasse à l'homme suivie au niveau international. Et puis les années passent et les années passent. Je crois qu'on a mis 10 ans, je crois, à le retrouver, Hmm. Ben Laden. Mais en même temps, on découvre aussi tout l'arrière de ce triste événement et de ses imbrications sur le plan géopolitique. Donc oui, Hmm. oui, c'est un moment, je pense, très marquant, un tournant. Et Hmm. puis, bien évidemment, des conséquences très, très lourdes partout, jusqu'en Polynésie, sur le plan touristique, puisque la moitié de notre marché est américain. Hmm. Et on voit bien les Effectivement. chiffres. En 2001, on a vraiment un effondrement de notre clientèle. Ouais, qui a été dur à remonter depuis, effectivement. Très dur, très dur. Ouais. Ouais. Alors, comme tu le disais, c'est un événement qui a marqué un vrai basculement dans notre monde avec des effets à très long terme, mais qui ont résonné encore jusque récemment, hein, puisque le retrait des forces américaines d'Afghanistan était tout récent, avec toutes les conséquences dont on a pu entendre parler. Toi qui as vu ça une partie du temps au travers des rôles institutionnels que tu as joués pendant toutes ces années, est-ce que tu as vu des évolutions vraiment profondes? Est-ce que tu as pu constater ça toi-même dans ton travail depuis lors? C'est vrai qu'à cette première partie, j'ai cette première décennie où voilà, je suis plus en observateur de ce qui se passe. C'est vrai que ce mandat national nous amène nous-mêmes à devoir nous prononcer, hein, sur des textes qui sont liés à la protection à la fois de la nation, mais aussi aux stratégies de défense. Euh,
ce que j'ai pu constater, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de ces sujets, mais Mhm. je crois quand même qu'il y a une évolution forte à la fois sur les coalitions qui sont organisées pour lutter contre le terrorisme, sur les formes de terrorisme, sur les méthodes de prise en compte. Et puis on voit bien cette vague qui arrive jusqu'en Europe et qui nous a beaucoup frappé. On pense tous au Bataclan, à Charlie Mhm. Hebdo, à tout ça. C'est des moments tragiques, mais pas que. On est aussi face maintenant à une forme de terrorisme beaucoup plus insidieux quelque part, puisqu'on se rend Mhm. compte que les personnes qui les commettent sont des personnes maintenant qui sont aussi, qui font partie du peuple français. Et ça, c'est une nouvelle donne qui demande une organisation particulière dans la Mhm. lutte. Une menace Euh, différente. une menace différente. Et là encore, mon mandat a été assez marqué parce que je suis arrivée ici en 2014 et vraiment très, 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 enfin, très peu de temps ensuite, on a vécu ces deux grands actes terroristes sur Paris qui a vraiment changé la donne. Moi, voilà, Mhm. j'ai été très marquée aussi par ça, en sachant qu'on est dans un monde où se dessinent en fait quand même ces trois blocs Mhm. entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. La Russie, bien sûr, qui a un rôle déterminant, puisqu'on est aux frontières aussi de cette zone du Moyen-Orient. Donc, moi, je le constate dans les débats, il y a un renforcement aussi de la position de la France et de l'Europe, parce que la France étant un peu aussi en leadership Mhm. en termes de puissance militaire pour les pays européens, de manière à accompagner, je dirais, cette lutte internationale, mais c'est très complexe. C'est très Mhm. complexe parce que là, on le voit, hein, au bout de 20 ans, le retrait d'Afghanistan qui fait quand même couler beaucoup d'encre, et pas Mhm. que de l'encre. Hein, je pense notamment aux États-Unis. Enfin, quand on voit les budgets qui ont été aussi investis dans ces pays avec des pertes humaines très importantes. Alors, Ouais. justement, tu disais qu'effectivement, le 11 septembre nous a aidé à revoir un peu notre conception du terrorisme, mais ça a aussi un petit peu remis en question le rôle des États-Unis dans ces guerres de blocs. Est-ce que ça a provoqué, on pense notamment à ce qui s'est passé au moment de l'engagement en Irak, est-ce que ça a provoqué une évolution ou un Dans la avant-après relation. dans la relation entre les USA et l'Europe et la France en particulier? Moi, je suis convaincu que ça a provoqué quand même une évolution majeure de la relation des États-Unis avec l'ensemble des pays Mhm. du monde, parce que on, voilà, en tout cas, on le voit en 2001, lorsqu'il a fallu apporter cette réponse, un grand nombre des pays de l'OTAN ont suivi, avec l'aval du Conseil de sécurité à un moment pour décider d'attaquer. Sortent maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, une partie de la vérité de comment ça s'est passé. Ça fait l'objet Mhm. de plusieurs documentaires, de films. Et c'est vrai qu'on voit bien dans les coulisses à quel point ça a provoqué quand même euh, Une rupture, hein. une rupture, peut-être pas une rupture, mais un refroidissement quand même Hmm. des relations. Et il faut pas oublier aussi c'est peut-être aussi un événement majeur dans la relation et de la coordination européenne sur ces sujets, puisque on le sait, le Royaume-Uni n'a pas eu la même réponse Mhm. que la France à ce moment-là. Bon, toujours est-il que l'objectif final, il reste le même. Et au-delà des politiques, il y a les agences hein, qui organisent cette lutte au quotidien. Il y a voilà, le monde militaire qui se coordonne et qui, de toute façon, doit travailler ensemble. Ouais.
Effectivement. Alors, un peu plus près de chez nous, on va se concentrer un petit peu sur le Pacifique, parce qu'en 2013, le gouvernement américain a opéré un recentrage de sa stratégie géopolitique vers le Pacifique, la fameuse Indo-Pacifique dont on entend beaucoup Mm, parler maintenant. Est-ce qu'on peut exact. considérer que c'était une forme de volonté de la part des Américains de sortir des conséquences du 11 septembre et de l'embourbement, j'allais dire, au Moyen-Orient? Et en quoi ça a véritablement impacté la géopolitique de la région Pacifique, d'après toi? En vérité, ça a toujours été une zone d'attractivité sur le plan géopolitique, hein. Nous sommes à Mhm. la croisée des BRICS, nous sommes à la croisée aussi là pour le coup, volontairement, je vais le dire à l'envers, de l'Est et de l'Ouest, mais Mhm. euh, rappelez-vous déjà les deux guerres mondiales, mais la Deuxième Guerre mondiale a vraiment démontré, d'ailleurs c'est là qu'est né le concept de l'axe Mhm. Indo-Pacifique, puisqu'il est d'abord une stratégie militaire de la défense. Il faut le rappeler, c'est un concept qui a un demi-siècle, plus d'un demi-siècle aujourd'hui. Euh, et on le voit bien pendant cette Seconde Guerre mondiale, l'intérêt déjà que portaient les États-Unis à notre zone, comme étant, en tout cas pour les îles euh, rattachées aux États-Unis ou apparentées, c'était quand même des avant-postes, hein, Mhm. pour les États-Unis. Donc forcément des postes, des lieux stratégiques qu'il fallait absolument préserver. Le Pacifique a toujours été une zone d'attractivité pour eux. Et c'est vrai que forcément cet événement est venu renforcer les politiques Mhm. américaines en faveur du Pacifique pour maîtriser et sécuriser, en vérité, Ouais. sécuriser cette zone et de ses liens, on le sait tous, aussi avec cette puissance commerciale Mhm. de l'Asie-Pacifique. Ouais, Donc, potentiellement assurer ses arrières dans la région. complètement, complètement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres formes de conflits. On sait aussi quelles sont, voilà, on voit quelques velléités chinoises aussi sur la zone du sud-est Pacifique, Mhm. euh, enfin, pardon, du sud-est asiatique. Euh, et forcément, c'est un espace d'intérêt stratégique et je crois que d'ailleurs, la France qui y est présente à la fois avec les trois territoires de la Calédonie, donc la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, ouais, évidemment cet intérêt. Et donc, c'est vrai que le président Macron a souhaité, je dirais, peut-être accélérer, vulgariser cette stratégie indo-pacifique qui ne doit pas être qu'une stratégie, je dirais, réservée à la défense, bien au Mhm. contraire, une stratégie aussi de relations étatiques à renforcer. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a une volonté aujourd'hui de la France de renforcer sa présence dans le Pacifique, au Ouais. travers notamment de ce territoire d'outre-mer. Mais pour revenir aux États-Unis, bien évidemment, ce renforcement modifie les intérêts, les investissements derrière qui peuvent être effectués dans le bassin. Mhm. Donc, tu nous disais qu'effectivement, il faut aller au-delà de l'aspect militaire et sécuritaire et penser à plus de collaboration. Donc, ça fait 20 ans quasiment de jour pour jour qu'a eu lieu le 11 septembre et beaucoup d'articles ou de recherches ou de réflexions se posent quant à l'héritage de l'événement. Et clairement, la question est de se dire, dans le contexte pandémique qui est le nôtre, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne de cet événement marquant du 11 septembre pour s'assurer qu'on avance ensemble positivement dans le futur? Disons que je décorrèle quand même le type de crise comme on vient de le vivre là, d'un événement aussi tragique. D'abord, il est tragique, il est tellement tragique par sa violence, par cette certaine forme de radicalité du message qui, il faut le dire, est un message politique.
Mhm. Les actes terroristes sont des actes de politique extrême. Euh, c'est vrai que voilà, je ne les place pas de la même façon. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'on se retrouve dans le fait qu'il y a bien évidemment les parallèles qui peuvent être faits, c'est cette notion un peu de basculement Mhm. et d'organisation de la réponse. Voilà. Et je pense que l'humanité peut produire ce qu'il y a de pire, mais peut aussi produire ce qu'il y a de meilleur. Et en ça, sans faire de comparaison, je suis convaincue que la réponse, elle viendra par ça. Elle viendra par la capacité à rebondir, capacité à reconstruire différemment. Encore faut-il prendre les leçons aussi de ce qu'on a vécu, aussi dur soit-elle, et organiser une réponse qui dépasse en fait les intérêts personnels de chaque État. Mhm. Si on n'est pas organisé ensemble et qu'on n'apporte pas une réponse équilibrée, cohérente, harmonisée, on provoque derrière aussi de la défiance, on provoque de la méfiance, de la défiance et une certaine forme d'anarchie. Donc, pour moi, le danger, il est aussi là, en sachant qu'il y a une nouvelle donne par rapport à 2001. C'est-à-dire que 20 ans plus tard, on a aussi des nouveaux outils de mise en Mhm. relation de chacun d'entre nous sur cette planète, qui est cet outil qui peut être formidable en soi, hein, celui d'Internet, qui nous connecte tous, mais on en connaît aussi les dangers. D'ailleurs, la lutte, elle passe désormais de plus en plus par la cyberdéfense, Mhm. qui complexifie hein, la donne. Voilà. Donc, sur le plan sanitaire, bon, voilà, j'oserais pas forcément être dans la comparaison des événements, mais simplement si on regarde, on le met en parallèle sur la réponse, bien évidemment. Euh, je pense qu'un événement comme le 11 septembre a eu un retentissement mondial d'une force telle qu'il y a eu quand même une prise de conscience mondiale sur les dangers à la fois de la radicalisation, sur la fragilité de nos systèmes Mhm. et sur la nécessité de répondre ensemble. Mais cela aussi nous a montré, pour moi, l'autre côté de la, oui, tu vois, l'autre face, pardon, euh, l'autre face de nos systèmes démocratiques Mhm. qui aussi peuvent provoquer, engendrer ailleurs dans le monde d'autres déséquilibres qui peuvent être très impactants finalement. C'est Ouais. aussi ça le résultat du monde qu'on a bâti ensemble depuis quelques siècles et qui vise à une sorte de mondialisation des échanges, mais à quel prix? Et à Mhm. cela s'ajoute une troisième couche qui est quand même la crise climatique. Ouais. Pour moi, ces trois enjeux restent des enjeux majeurs, des facteurs déterminants euh, qui nécessitent en plus une réponse dans l'urgence. Mhm. Donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de démocraties aujourd'hui sont en train de se remettre en question dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode organisationnel, et que le citoyen est de plus en plus exigeant aussi sur ces sujets, parce que c'est lui qui vit au Mhm. quotidien aussi les impacts de ces crises. Voilà. Je ne sais pas si Si, si, ça peut... très bien. J'étais en pleine réflexion par rapport à tes observations. C'est vrai que c'est très intéressant et de voir comment effectivement les situations sont différentes, mais finalement le point que tu mets sur la notion de réponse et de vraiment s'assurer que bah, au-delà de l'immédiateté de la réponse, on envisage aussi les conséquences inattendues, j'allais dire, de chacune de nos actions pour éviter bah, finalement de créer pire ou de créer des Bien conséquences sûr. voilà, qui vont amener à des résultats contre-productifs, quoi. Bien sûr, je pense qu'il y a
cette mondialisation des échanges, ces interconnexions qui sont aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui on est tous reliés, ne doit pas gommer la richesse de nos différences. Parce que pour moi, c'est une richesse. On ne doit pas être dans une sorte d'assimilation, de stratégie assimilationniste mondiale. C'est ça qui parfois m'inquiète. Non, l'Europe a été une sorte de phare. Les droits de la France, les droits de l'homme et tout ça découle aussi de siècles de colonisation. Moi, je suis toujours très étonnée quand je discute avec des collègues qui sont représentants des Français de l'étranger, mais aussi grâce à nos groupes d'amitié bilatéraux avec plus d'une centaine de pays dans le monde. Cette fascination qu'ils ont aussi pour nos systèmes démocratiques et nos systèmes, mais aussi toujours le pendant, le risque d'y perdre leur propre identité, parce qu'il y a une sorte de bien-pensance mondiale, de dire que c'est vers ça qu'il faut aller et de condamner les autres systèmes. Et voilà, moi, je suis très respectueux de ce que beaucoup de pays font aussi à leur manière, avec des systèmes peut-être qui fonctionnent différemment, même si, bien évidemment, hormis le respect des droits de l'homme, mais chacun étant aussi dans sa progression de son histoire au regard du passé et de ce que les grandes puissances européennes ont pu aussi provoquer dans ces États. Absolument. Donc, il y a des enjeux qui sont terribles. Par exemple, je donne un exemple sur la crise sanitaire et notamment sur l'accès aux vaccins. Moi, je milite beaucoup pour qu'on puisse avoir une liberté d'accès au brevet des vaccins, même si je comprends que les investissements étaient très lourds. J'estime qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit sur un ratio de 1 à 60 entre les possibilités d'accéder aux vaccins, que l'on soit dans un pays développé ou un pays en voie de développement, ça me paraît, c'est insupportable sur le plan humain. Et c'est en plus complètement, comment dire, Est-ce que c'est pas le terreau de prochains conflits ou de prochaines crises du coup C'est tout à fait, disons. Ça va plus loin que ça, c'est que pour moi, c'est complètement... C'est pas non plus très intelligent. Mais le faire comprendre au quotidien, j'entends encore beaucoup de gens, malheureusement en France, me dire mais on va pas en plus aller payer les vaccins de ces personnes. Et je leur fais comprendre que d'abord, sur le plan humain, c'est quand même très inhumain d'avoir ce type de réflexion. Et puis que deuxièmement, ça ne nous rendait pas service du tout. Parce que de toute façon, pour que nos systèmes également redémarrent, nous sommes dans une telle interdépendance aujourd'hui qu'il faut absolument couvrir ce risque dans tous les pays du monde. Et ça, c'est une règle fondamentale. Donc, quelque part, il y a une sorte d'absurdité à avoir ce type de raisonnement, malheureusement, qui est de plus en plus fréquent. Et ce raisonnement n'est pas qu'un raisonnement d'égoïsme, c'est une sorte de repli sur soi qui a tendance à s'accentuer aussi en Europe. Donc, voilà, les enjeux ne sont pas évidents à gérer. Et comme tu dis, il n'y a pas une réponse et il n'y a pas de réponse miracle. Et pour moi, il n'y a aucune réponse à court terme dans tous les cas. Ouais. Les choses doivent se bâtir ensemble et dans le respect aussi des systèmes des autres. Et accepter que le monde ne fonctionne pas partout pareil. Accepter aussi, et ça c'est peut-être ce qui est difficile en Europe aujourd'hui, d'accepter que de nouveaux espaces dans le monde deviennent attractifs et forcément change aussi la donne sur le plan géopolitique du rapport de force qu'il peut y avoir entre nos blocs. Mais qu'est-ce qui fait notre richesse? Qu'est-ce qui fait notre différence? Quand on débat sur différents sujets, à la fois sur le plan sanitaire, mais ça peut être aussi d'ordre économique, ça peut... Un autre sujet, moi, qui me passionne, celui de l'intelligence artificielle, l'Europe a vraiment à défendre des modèles différents des autres. Voilà. Et en matière notamment d'intelligence artificielle, jusqu'où on va,
Donc, il y a un vrai modèle européen qui se dessine, un modèle éthique. C'est aussi grâce au leadership de la France, il faut le dire, sur ces sujets. Pas surtout, mais voilà, il faut savoir, on parlait d'héritage tout à l'heure, il faut savoir tirer, je pense, les leçons, tirer le meilleur de ce qu'on a su faire de bien, mais savoir aussi regarder là où on n'a pas forcément été les meilleurs et réajuster le tir pour que le monde qu'on construit aujourd'hui pour demain euh, soit plus durable, soit plus solidaire des autres. Et pas recommencer les mêmes erreurs. Quoi. Exactement, et défendre un modèle d'interaction entre les États qui soit respectueux et qui soit, comment dire, un peu un exemple de relation d'un multilatéralisme, une forme de multilatéralisme qui reste dans le respect et dans une certaine cohérence aussi de ces échanges. Alors, c'est beau de le dire, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser, parce que dans le concret, quand il faut voter les traités commerciaux, comme on a pu le faire sur les accords avec le Canada ou les accords type Mercosur, je vous assure qu'ici, au quotidien, c'est beaucoup de tensions jusqu'à l'Assemblée. Hein. Beaucoup de tensions. On a vraiment à construire une nouvelle façon de travailler et de vivre ensemble. C'est clair. Et ça, pas qu'à l'échelle de notre pays, tu vois. Parce que de toute façon, on a construit un monde qui est complètement mondialisé. Donc, on doit faire avec les autres. Ça, c'est sûr. C'est clair. On doit composer, autant composer intelligemment et de façon cohérente avec nos ambitions environnementales. Voilà. Bon courage pour défendre toutes ces idées en notre nom, en tout cas. Je t'en prie, et merci. Merci à toi. Bon courage. Ouverture, compréhension mutuelle, empathie et interdépendance. Ces termes sont au cœur de l'analyse de Maïna et peuvent sans aucun doute être les meilleurs éléments laissés en héritage par la tragédie du 11 septembre. Des idées plus inspirantes et sans aucun doute plus puissantes que la réponse offerte dès le lendemain des attaques et pendant plus de 20 ans par les institutions et gouvernements, comme nous le démontrons dans la newsletter Tehoe du jour. Le choix dans la réponse. Cette perspective que nous apporte Maïna est fondamentale et me rappelle l'une de mes citations favorites du psychologue Viktor Frankl. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se situe le pouvoir de choisir notre réponse. Dans cette réponse réside notre épanouissement et notre liberté. Alors que nous repensons à cet événement qui a marqué nos mémoires collectives et individuelles, quelle réponse souhaitons-nous, individuellement et collectivement, offrir au monde de demain ? N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventuri.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.